J'ai développé à partir de 2015 et dans la suite de ces travaux sur les camps de réfugiés, sur le dispositif humanitaire, puis de plus en plus sur les zones de regroupement des migrants en général, sans trop de distinction de statut. J'ai développé à partir de 2015, sollicité un peu par diverses personnes à la suite de qu'on a appelé la crise migratoire en Europe, un programme de recherche qui s'est appelé Babels, les Babels, autour du thème de la ville comme frontière, et qui voulait atteindre plusieurs objectifs en même temps, à la fois faire des ethnographies multisituées de tous les éléments de ce qui pouvait être la crise à un moment donné, la crise entre guillemets bien sûr à un moment donné, c'est-à-dire considérer l'espace euro-méditerranéen, répondre ou apporter des éclairages à un moment de débat que j'avais suivi et que je suivais comme d'autres, et je l'avais identifié à un moment donné comme un moment politique européen. J'avais dit, la crise, le débat est tel dans l'année 2015 qu'à un moment donné, ça a envahi tous les médias, ça a envahi toutes les discussions. Il y avait beaucoup de migrants, mais la proportion était même démultipliée. La présence des migrants, des réfugiés, des demandeurs d'asile était démultipliée dans le niveau des débats, par la présence de ces débats. Et donc il y a eu, à mon sens, un moment politique européen autour de la question migratoire, avec évidemment des aspects négatifs et des aspects positifs. À ce moment-là, j'ai fait un tout petit livre qui s'appelle « Les migrants et nous, comprendre Babel », qui était un petit peu ma réaction à ce moment-là, à ce qui était en train de se passer, une contribution, qu'on va dire, à cette crise, entre guillemets. Et puis, ça traçait aussi un petit peu la problématique de ce qui serait au cœur de ce programme collectif, savoir comment nos villes se transforment, comment nous nous transformons au contact de ces personnes qu'on appelle des migrants, au contact des exilés, au contact de personnes, des étrangers qui arrivent à nos portes et qui intriguent ou qui font peur pour certains. Et donc, j'avais appelé d'ailleurs ce petit livre, tout petit texte d'intervention, « Les migrants et nous », parce que les deux termes posaient problème, bien sûr, migrants, parce qu'on ne sait pas trop ce que ça veut dire en réalité. Les réfugiés, les gens qui se sont mis à utiliser le terme de réfugiés, c'était pour mieux exclure ceux qui ne seraient pas reconnus comme réfugiés. On a même inventé un petit peu avant ce moment-là le terme de réfugiés de guerre. Ça n'existe nulle part dans les institutions internationales. La Convention de Genève parle de persécution pour tout un tas de raisons, mais pas spécialement de la guerre. C'est une des causes, mais ça n'a jamais été la seule cause qui permet d'avoir le statut de réfugié. Et puis ce terme de réfugié permet de faire le tri, comme déjà je l'avais vu dans mes enquêtes auparavant sur le gouvernement des indésirables dans ce dispositif humanitaire, le tri, le screening, comme on dit. Et là, évidemment, on était en plein tri, puisque si on dit à certains, vous, on vous reconnaît comme méritant le statut de réfugié,
tous les autres, là, ne le méritent pas parce qu'ils n'ont pas su prouver qu'ils étaient persécutés par quelque chose d'une violence qui vient de la guerre, enfin, etc. Ça devenait de plus en plus compliqué d'être reconnu dans ce statut de réfugié. Donc, c'était discuter ça. Et puis nous, c'est-à-dire qui sommes-nous, pour regarder comme ça des étrangers? Qu'est-ce qui nous fait peur? Qu'est-ce que nous avons, nous, avoir à dominer un territoire et à dominer des populations étrangères? Qu'est-ce qui nous donne droit d'avoir ce regard et cette politique? Et le nous est tellement fait de multiples autres que ça devient impossible à distinguer. Le nous est plein d'autres. Et donc ce nous lui-même a eu besoin pour se constituer d'arrivées de migrants, de gens qui n'ont pas été reconnus comme réfugiés. Les Espagnols, par exemple, où il y a maintenant beaucoup de descendants d'Espagnols, mais les Espagnols qui ont été gardés dans des camps en 1939 parce qu'ils étaient indésirables. Le terme était utilisé explicitement à ce moment-là. Et évidemment, d'autres courants de migration européenne et non européenne, très liés à l'histoire coloniale et postcoloniale de la France, qui fait que nous sommes nous-mêmes un nous comme ça qui est déjà fait de toutes les migrations et de toutes les mobilités. Donc je posais cette question-là et j'essayais de comprendre comment nos espaces de vie se transforment avec cette venue des migrants, on va dire, des exilés, etc. Et donc on ne pouvait mener cette enquête un petit peu qu'à la façon de l'histoire connectée. Si on veut faire de l'histoire connectée, comme font les historiens, il faut forcément qu'il y ait des monographies historiques, si je peux dire, de tous ces lieux-là. C'est une multilocalité. On ne peut pas se placer comme ça dans un monde, dans une vue globale qui donnerait à la fois la richesse du savoir de l'ethnographie. C'est un petit peu la critique qu'on pouvait faire et que j'ai faite tout en reconnaissant que c'était un apport important à des auteurs comme Arjuna Padurai, par exemple, ou d'autres qui ont défendu l'idée d'une anthropologie globale. L'anthropologie globale, elle ne vaut rien si on ne fait pas de l'ethnographie. Alors comment fait-on de l'ethnographie d'une anthropologie globale? Donc il faut la faire, on ne peut pas la faire tout seul. Et ça, c'est aussi l'autre aspect. Le monde est trop grand. C'est vrai pour les villes, mais c'est vrai encore plus pour le monde dans sa globalité. Et donc il faut forcément... c'est pas une question pratique ou c'est pas une question technique, pratique, ni même seulement méthodologique. C'est une question théorique. Si on veut faire une anthropologie globale qui soit ancrée dans la réalité de ce qu'est le monde, il faut le plus possible d'ethnographie locale qui font le lien avec ce global, qui permettent de faire le lien en réseau et en croisant les échelles. Les deux sont nécessaires. Et donc on a mis en place, avec une quarantaine, cette fois de collègues, de tous les statuts, doctorants, jeunes chercheurs, et beaucoup de précaires, et il y en a beaucoup aujourd'hui dans la recherche, des chercheurs avec statut, et des chercheurs seniors, etc. Voilà, on a créé ce collectif Babel pour organiser cet ensemble de recherches. Donc à la fois en soutenant des ethnographies locales des uns et des autres, et en regroupant le plus possible tout le monde dans tout un tas d'ateliers de réflexion. Mais ces ateliers étaient aussi ouverts au monde associatif et même aux représentants des institutions et même des médias qui étaient intéressés par la question migratoire. Ce qui fait qu'on a créé ce savoir à la fois avec le travail auprès des exilés et des migrants eux-mêmes, en recueillant leurs récits, leur prise de parole aussi, qui figure aussi dans le travail, et avec
tous ceux qui ont bien voulu participer, parmi les journalistes, parmi les représentants des institutions, soit de l'OFPRA, de la police même, etc., et les représentants des associations mandatées ou non mandatées par l'État, ce qui fait une grosse différence, qui ont bien voulu se joindre à nous et discuter nos concepts, enrichir nos enquêtes, nos résultats d'enquête, apporter des compléments. Nous avons fait un de ces ateliers, on appelait les ateliers des villes frontières. Et donc ces ateliers ont été aussi, à un moment donné, avec plusieurs maires, de représentants, conseillers municipaux et maires de petites villes, voire de villages, qui nous ont raconté un petit peu comment ils faisaient pour organiser l'accueil de migrants ou de gens qui leur étaient envoyés par l'administration dans le cadre des CAO, des centres d'accueil et d'orientation, à un moment donné que le gouvernement a mis en place, et comment la population réagissait, comment ils se comportaient eux avec la population, etc. Et donc tout ça a fait un ensemble de 7 petits livres, études de cas, sur chacun des éléments du parcours, on va dire, de cette condition migrante depuis le Proche-Orient jusqu'à Paris et Calais, Vintimille, etc. Et tout ça est regroupé maintenant dans un seul ouvrage qui paraît au Point Seuil en avril 2022, qui s'appelle justement Babels, enquête sur la condition migrante. Alors on a essayé de reconstituer dans cet ouvrage, et donc qui reflète la démarche d'enquête finalement, de donner à penser aux lecteurs qui sont et ne sont pas des académiques, c'est-à-dire des étudiants, puisque ça intéresse les étudiants, mais on a voulu que ça intéresse aussi tout de suite le monde des associations, les gens des administrations qui travaillent là-dessus, et puis les gens en général, n'importe qui. L'idée, c'est de s'adresser à n'importe qui, et non pas à des élites de décision, non pas à des experts, mais à n'importe qui. Donc à donner à entendre et à découvrir et à entendre un certain nombre de phénomènes. Donc on peut partir de plusieurs endroits, mais on part de l'exil des Syriens, on parle de la guerre en Syrie, et de cet exil des Syriens qui a commencé, comme c'est toujours le cas dans le cas des migrations, au plus proche. Où est-ce que les Syriens sont d'abord allés en grand nombre, au début on va dire, des 2012, 2011, 2012, 2013, 2014, en grand nombre. Ils sont allés au Liban, bien évidemment, ça on le sait. 1 million de réfugiés syriens sur 4 millions d'habitants. Pour 4 millions d'habitants, même plus d'1 million, en fait, on est arrivé à 1 200 000, 1 300 000. Donc là, effectivement, ça change la démographie d'un pays à un moment donné. On n'est pas dans nos 0,5% qu'on a en Europe. On est dans d'autres dimensions. Et donc la question, c'était comment les Syriens se font une place au Liban, et comment les Libanais font une place aux Syriens, sachant que c'est une relation très ancienne. Et bien sûr, on va toujours au plus proche quand on migre. Donc ça nous permet aussi d'expliquer ça, que la migration dans les pays du Sud, on va dire, n'est pas orientée de manière obsessionnelle sur les pays du Nord. C'est un aboutissement éventuellement très marginal par rapport à l'ampleur des mobilités qui existent dans n'importe quelle zone des pays du Sud. Donc là, beaucoup de monde au Liban, beaucoup de monde en Jordanie, beaucoup de monde en Turquie, avec des relations parfois très proches en Turquie aussi. La Turquie a plutôt bien accueilli les réfugiés syriens, au moins dans un premier temps, et tout ça pour des raisons largement à la fois historiques, de liens depuis l'Empire ottoman, mais aussi de raisons géopolitiques.
vouloir soutenir la population syrienne contre le régime syrien, par exemple. Et donc, ces raisons-là sont... voilà, les gens ont pu être considérés là comme étant bons à accueillir, non pas pour des raisons morales, compassionnelles, mais pour des raisons essentiellement politiques. Donc voilà, dans un premier temps, on essaye de recomposer ces cheminements-là et on essaye de comprendre la complexité. Lorsque les gens arrivent à Berlin, où beaucoup de Syriens sont finalement arrivés à Berlin et en Allemagne, ou lorsqu'ils arrivent à Marseille, comme on donne un des exemples de récits de ce parcours, ils ont déjà fait un long parcours. Ils ne sortent pas de la guerre à l'instant T. C'est un petit peu le fantasme qu'on peut avoir dans l'imaginaire du sauvetage. On va dire le Syrien arrive de la guerre. Mais non, le Syrien, la famille syrienne, elle s'est d'abord installée au Liban. Pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Elle s'est d'abord installée en Turquie. Et puis finalement, comme tous les migrants, il a fallu trouver peut-être des meilleures conditions pour la scolarité des enfants. Et donc la complexité de ces parcours permet d'éclairer aussi l'erreur qu'il peut y avoir quand on croit à la réalité, à la vérité des tris qui sont faits entre les vrais réfugiés et les faux et les mauvais migrants. Tous les réfugiés eux-mêmes vont plutôt dans un pays plutôt que d'un autre pour des raisons à la fois économiques, sociales, d'éducation, de familiarité linguistique, etc., etc. Ce qu'on retrouve dans d'autres parcours migratoires. Et donc c'est intéressant de rentrer à chaque fois un petit peu dans la complexité de ces parcours pour comprendre plus généralement la complexité des migrations internationales en général. Ensuite, on s'est intéressé à la place de la Méditerranée, parce que la Méditerranée, c'est le lien entre l'Europe, l'Afrique, le Proche-Orient, et c'est donc c'est une zone frontière. Sauf que là, c'est de plus en plus, évidemment, comme beaucoup de gens l'ont dit, un cimetière. Depuis 1993, depuis la mise en œuvre de l'espace de Schengen, on considère que 50 000 personnes sont mortes aux frontières de l'Europe, dont la plus grande partie en Méditerranée. Donc la Méditerranée est pleine de corps morts. Et ça dramatise, si on veut, ça dramatise cette problématique qui peut aller là encore, et je pense que c'est bien justifié dans le sens de la compassion, mais qui peut aller aussi dans le sens de la réflexion critique sur les frontières. Qu'est-ce qu'une frontière qui tue à ce point-là? Qu'est-ce qui tourne pas rond dans le monde pour que ces espaces de circulation, et normalement la Méditerranée historiquement est un espace de circulation où on passe les frontières d'un pays à un autre, d'un continent à un autre, devient un espace de mort. C'est donc qu'il y a un dérèglement anthropologique du monde, et pas seulement un dérèglement climatique, il y a un dérèglement anthropologique général pour que justement les frontières deviennent autre chose que des lieux de reconnaissance de l'identité des uns et des autres, de reconnaissance de celui qui arrive, ou celle qui arrive, pour le reconnaître, échanger avec, et faire de la frontière un lieu de rencontre. Donc, les frontières, la Méditerranée est un espace de frontières. Les îles dans la Méditerranée sont des lieux qui sont eux-mêmes des lieux de croisement, mais des lieux de confinement aussi, que ce soit Lampedusa, Chypre, etc. C'est des lieux où il y a des camps et des centres de rétention. Donc on a voulu expliquer un petit peu toute cette complexité. Expliquer aussi, donc, du coup, troisième étape, la complexité aussi de la question des morts aux frontières, ou de la mort en général aux frontières, et de ce que deviennent les corps morts. Est-ce qu'ils sont rapatriés? Est-ce qu'ils sont reconnus, identifiés? Comment ils sont identifiés? Est-ce qu'il y a des rituels de deuil qui sont faits? Et souvent, non. Souvent, la réponse est non. Alors maintenant, des associations se sont créées en Europe pour aider à
à l'identification des corps, mais aussi pour aider à la mise en relation des personnes décédées qui ont été reconnues avec leur famille restées au pays ou bien déjà installées quelque part en Europe pour organiser ce deuil. Évidemment, on a eu une réflexion sur ce que veut dire la police des migrants, puisque la première chose que les migrants qui arrivent en Europe, première chose qu'ils rencontrent, c'est la police. Et donc les contrôles. Et donc les canalisations. Vous allez là, on vous repousse, comme c'est le cas maintenant en Pologne, avec l'aval donc de l'Europe, de la Commission européenne, qui reconnaît la légitimité de cette pratique de la Pologne de repousser les migrants, alors que c'est contraire à la Convention de Genève. Donc on finit par oublier nos conventions internationales, ce qui est quelque chose de très présent en ce moment dans certaines polémiques, mais qui est évidemment un énorme problème, puisque si on n'a plus de conventions internationales, comment est-ce qu'on fait monde? Comment est-ce qu'on s'entend à l'échelle du monde? Donc, ou bien il y a de plus en plus de conventions internationales, d'accords et de politiques à l'échelle internationale, avec des reconnaissances des uns et des autres, ou bien on va vers quelque chose, effectivement, si chacun s'enferme dans sa nationalité, en réalité, on entre dans une ère complètement chaotique. Donc la police des migrants, c'est effectivement les policiers, mais c'est aussi les politiques qui font ce tri, cette séparation qui durcissent encore les frontières. On a enquêté dans cette même recherche sur le Babels, on a enquêté sur encore la solution de l'encampement en Europe, dans la crise européenne, puisqu'on a vu effectivement fleurir des camps et des campements, mais des camps organisés, là pour le coup, par les États ou par les ONG, par les organisations internationales, aux frontières, et exactement sur les frontières. On a plusieurs exemples. Le camp de Calais, bien évidemment, qui a été un exemple de ces camps, mais il y en a beaucoup sur la route des Balkans, comme on dit. Là, il y en a encore aujourd'hui entre la Pologne et la Biélorussie, bien sûr. Il y en a dans les lieux comme les lieux d'arrivée en Europe, Lampedusa ou ailleurs. Et donc là, un des aspects de cette recherche a été de poser la question, de Lesbos à Calais, comment l'Europe fabrique des camps, puisque effectivement il y a encore tout le phénomène des camps de Lesbos, avec les conditions très difficiles, mais surtout la multiplication des camps, et surtout dans le cas de Lesbos, par exemple, le fait pour le gouvernement grec, mais aussi européen, d'une certaine façon, d'avoir profité au départ, en tout cas, de l'hospitalité que donnaient les gens de Lesbos, parce qu'eux-mêmes avaient été des migrants, ils étaient descendants de migrants venus de Turquie, au début du XXe, en 1930, et donc ils ont d'abord été dans une démarche de bienvenue. Et puis, c'est un petit peu la démarche cynique des gouvernements de dire tiens, puisque vous dites rien, on va vous en mettre plus. Et donc on les empêche de repartir de Lesbos. Et donc il y a eu des camps qui se sont formés, et d'autres camps, et voilà. Et donc ça a créé un petit peu la crise de Lesbos. Là, oui, il y avait une crise, effectivement, à travers, visible, à travers l'incendie du camp de Moria, par exemple, ou des événements du même genre. La suite de la réflexion, c'était, on pousse encore un petit peu, et on a ce que font les villes, et donc on a étudié un petit peu la réaction des villes, des grandes villes, comme Paris, comme
Barcelone, Palerme, Berlin, à l'arrivée des migrants sur leur territoire, et puis dans les villes, le rôle à la fois des associations, des collectifs qui venaient en aide aux migrants, et puis de ce qui s'est passé avec les campements de migrants, notamment à Paris, un petit peu, mais qu'on retrouve dans d'autres lieux. Et puis finalement, on a un dernier chapitre qui porte sur la question de l'hospitalité et des formes d'hospitalité, hospitalité individuelle, de ce que les gens ont appelé l'hébergement citoyen, une personne qui accueille chez elle un migrant, avec les questions, est-ce qu'il faut que ce soit un migrant avec un statut reconnu ou un migrant en situation irrégulière, par exemple, et là, le rôle des associations, des collectifs, pour garantir finalement la confiance dans cette relation d'hospitalité, puisque c'est quelque chose, bon, j'y reviendrai dans une autre intervention, mais quelque chose qui est essentiel à la réalisation de cette forme sociale de l'hospitalité, c'est qu'on garantisse un climat de confiance entre les personnes. Et donc dans ce dernier volet un peu de notre enquête, il y a eu toute une série d'enquêtes, de réflexions sur comment les personnes, mais aussi comment les associations, ou comment les communes, les villes, les petits villages ou les plus grandes villes ont pu réussir cet accueil dans un contexte où pourtant les États étaient quand même, en tout cas en France, plutôt hostiles à l'arrivée et à l'accueil des migrants, des exilés, quelle que soit leur situation administrative.